Ce qu'on donne comme mot d'ordre à toutes les personnes, c'est surtout, si vous ne devez pas sortir, vous ne sortez pas, vous restez chez vous. Et si vous voyez une montée d'eau chez vous à l'intérieur, vous vous réfugiez au premier ou au deuxième et vous ne bougez pas. Et si vous encourez le moindre risque, alors vous appelez les secours. Je vous rappelle aussi les numéros d'urgence. Si vous êtes touché par une inondation sans que votre vie ne soit menacée, vous pouvez appeler le 1722. Par contre, si votre santé est en danger, il faut former le 112. 112 toujours accessible même en cas de problème de réseau. Et des problèmes de réseau, il y en a pour le moment. Des maisons se sont d'ailleurs effondrées à Pepinster. Elles étaient situées le long de la Vesdre. Le courant et le flux de l'eau étaient tellement importants qu'elles n'ont pas résisté. Pepinster, une commune très difficile à atteindre aujourd'hui. Notre journaliste Benjamin Verpoorten s'en est rendu compte ce matin. Il a dû traverser un bois et voici à la sortie ce qu'il a découvert. Eh bien écoutez, ce que l'on voit ici est tout bonnement incroyable. Vous voyez derrière moi, la nationale a complètement disparu. C'est un torrent extrêmement puissant qui a pris place. La plupart des citoyens de la ville de Pepinster sont sur leur toit. On en voit ici un peu plus loin, il y en a encore derrière. Des personnes qui sont montées sur leur toit car l'eau monte à plus de 2 mètres par endroit. Sur le chemin de fer aussi, il y a toute une série d'habitants qui se sont recueillis. Un autre élément très important et assez spectaculaire, c'est ici derrière. Il y a une station essence et sous cette station essence, eh bien, il y a un canoë avec à bord 2 pompiers. Ils s'accrochent comme ils peuvent tant le courant est puissant. Alors les pompiers vous tentent d'intervenir, mais ce courant les empêche de travailler correctement. Nous avons croisé les pompiers d'Alost qui ont tenté de remonter le courant. Finalement, ils ont abandonné leur bateau le long de l'eau et ont décidé de replier chemin, de rentrer tellement la situation est compliquée. Ici, il faudra probablement intervenir par hélicoptère pour évacuer l'ensemble des habitants de la ville de Pepinster. Alors on sait qu'il y a une dizaine d'habitations qui se sont écroulées. On en voit une là-bas plus loin. Des habitations qui n'avaient pas été totalement vidées, ce qui veut dire que l'on recherche aussi des personnes en ce moment, des personnes dont forcément nous sommes sans nouvelles. La situation est vraiment compliquée ici dans la vallée, d'autant qu'on nous confirme ce matin qu'il y a eu 2 décès, un du côté d'Eupen et un du côté d'Ewaye. Les autorités sont évidemment sur tous les fronts pour tenter d'intervenir, mais vraiment ici c'est une situation presque apocalyptique à laquelle on assiste. La situation qui est de plus en plus compliquée aussi à Liège. La Meuse est sortie de son lit. Notre journaliste Anne-Catherine Croufer était d'ailleurs en reportage ce matin quand elle a croisé un habitant en difficulté. Elle est allée à son secours. C'est un geste de solidarité comme on en voit beaucoup pour le moment en Wallonie. Ce monsieur est malade et handicapé. Il est coincé dans sa maison avec sa compagne. Avec une planche de surf, nous l'aidons à sortir tant bien que mal. Monsieur, venez. Mettez-vous ici. Je vais tenir ici. 4 marches, ok. Voilà. Venez. Voilà. Comme vous pouvez. Oh là là. Ok. Ça ira? Ouais, ça va. Je sais pas nager, c'est con. Ouais. La prochaine fois, j'investis dans des palmes. Ah bah vous avez de l'humour. C'est Quelqu'un peut m'aider? un peu comme Alto. Plus loin, nous apercevons d'autres riverains, isolés. Les pompiers ne sont pas à cet endroit, la police non plus. Les gens sont paniqués. Nous devons absolument éviter les tourbillons dans l'eau. J'ai tellement peur. Je m'étais déjà imaginé que je pouvais avoir 5 ou 10 cm parce que je sais que je suis à côté de l'eau là. Quelqu'un peut nous aider? Attention la veste. Je vais essayer de prendre des vestes sèches. Les sauvetages continuent toute la matinée. Les riverains sont évidemment frigorifiés et sous le choc. Enfin, c'est un cauchemar. C'est irréel ce qui se passe. On m'aurait dit que je devais nager dans l'eau au milieu de la Meuse, il y avait plein de mazout, il y a la citerne qui a débordé. C'est un cauchemar. On a dû porter le petit. Et lui aussi, il a eu fort peur. L'eau est très froide en plus. La solidarité s'organise. Cette petite dame est sauvée in extremis. L'eau est arrivée petit à petit dans les caves. Elle a monté, elle est au plafond, elle a débordé. Tout le rez-de-chaussée est sous eau. Et alors j'étais à l'étage et on m'a sorti et voilà, je suis venue comme ça. J'ai 86 ans et je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Tout est sous eau. Vous savez nager, madame? Non, je ne sais pas nager. Ah bah vous avez de l'humour là maintenant, hein? Vous la sauvez. On voit un peu le bout là. Ça va mieux. De mémoire de Liégeois, nous n'avons jamais vu cela. Les services de secours ont travaillé toute la nuit. Depuis hier, 1800 personnes ont dû quitter leur maison, rien qu'à Chaudfontaine. Un centre de crise avec des lits de camp a d'ailleurs été ouvert et la solidarité s'est aussi mise en place. On va revenir sur cette soirée mouvementée avec Sophie Mergen.
À Chaudfontaine, les évacuations se sont succédées toute la soirée. Des centaines de personnes ont dû quitter leur maison dans l'urgence. Toutes ont été emmenées dès hier soir dans ce centre d'accueil. L'eau est arrivée, on a fermé la porte, on a foutu le camp, quoi. Pour avoir peur, on a eu peur, parce que ça vient tellement vite qu'on ne sait pas comment réagir. C'est une première, oui, et j'espère que c'est la dernière. Parce qu'on a déjà eu les eaux, mais pas comme ça. On s'imagine que la fin du monde, quoi. Ces habitants n'ont quasiment rien pu prendre avec eux, juste leurs animaux de compagnie. Certains n'ont même pas de vêtements de rechange alors qu'ils sont trempés. Une équipe médicale est présente. On essaie de les réchauffer, on essaie de subvenir à leurs besoins dans les médicaments parce que la plupart sont partis en abandonnant tout. Donc dans l'urgence pour l'instant, nous c'est d'essayer de recruter les traitements, de pouvoir leur donner et alors surtout d'avoir des équipements pour les aider à se réchauffer parce qu'ils sont revenus ici trempés. Des bénévoles s'activent pour donner des vêtements secs à chacun avant qu'ils ne soient relogés pour la nuit. Moi, je récupère les dons ici et on trie pour pouvoir aider les personnes après. On a reçu énormément de colis de linge pour dames, messieurs et enfants et on les trie et on les redistribue au fur et à mesure. Au total, 300 personnes ont été relogées par la commune, mais 400 habitants sont toujours bloqués chez eux, alors que l'eau gagne parfois les étages. Et à côté du centre de Chaudfontaine, à Vaux, sous Chèvremont, regardez, on ne distingue plus les routes. La plupart des maisons sont inondées. On découvre encore plus l'ampleur des dégâts en prenant un peu de hauteur comme ici. Oui, c'est près de Marche-en-Famenne maintenant que nous allons retrouver Martin Collier. Alors Martin, vous avez dû vous écarter d'une zone d'inondation qui était située à Rochefort parce qu'il y a des problèmes d'électricité, notamment à Jumelles, et pas de réseau disponible en fait sur place. Oui, c'est ça, tout à fait. Véronique, nous avons dû reculer de pratiquement 15 km par rapport aux zones inondées parce que tout simplement, il n'y a plus de réseau, plus d'électricité. Les communications sont excessivement compliquées et on l'imagine, cela doit compliquer aussi le travail des services de secours. Mais ce matin, eh bien, nous sommes rendus à Hon et à Jemelle. Vous le voyez peut-être sur les images tournées par Thierry Cassard ce matin, où là, eh bien, la situation était excessivement compliquée aussi. Du côté de Hon, c'est la WAM qui a débordé et qui a emporté pratiquement tout sur son passage. J'ai remarqué ce matin un pont qui n'existait tout simplement plus. L'eau avait complètement détruit le pont. Nous avons rencontré une coiffeuse dont le salon était complètement rempli d'eau et de boue. On a donc dû contacter les assurances et puis nous nous sommes rendus du côté de Jemelle où là la situation est aussi très compliquée puisque là c'est la WAM et la LOM, deux cours d'eau qui se retrouvent et donc le village est véritablement pris en tenaille. Plus de 60 évacuations ce matin effectuées par les pompiers, par l'armée, énormément de dégâts matériels aussi. Une route s'est soulevée emmenant du macadam avec elle et finissant tout simplement dans des vitrines sur des voitures. La situation était véritablement compliquée. Je vous propose d'ailleurs d'écouter ce père de famille que nous avons rencontré ce matin. Il a dû passer une nuit à l'étage de sa maison totalement inondée avec son fils de 15 mois. On a essayé de sauver quelques affaires et tout ça et c'est tellement monté vite en une heure, je ne sais même pas dire combien de temps que tout est monté. Et alors on a été se réfugier sur le dessus, à l'étage et puis voilà. Donc la priorité c'était le petit et de monter et voilà et d'être sûr et voilà on a dormi avec et on s'est mis près de lui et voilà. Avec nous en plateau, Jean-Pascal Van Ypersele. Merci de nous avoir rejoints. Alors vous êtes climatologue, vous faites partie du GIEC. Ce qu'on observe aujourd'hui en Belgique, c'était prévisible? Vous savez, j'ai ici le premier rapport du GIEC. Qui date de 1990. Je vous lis une phrase, une seule, si vous permettez. L'effet de serre accentuera les deux extrêmes du cycle hydrologique, c'est-à-dire qu'il y aura plus d'épisodes de pluie extrêmement abondantes et plus de sécheresse prononcée. Donc on ne peut pas dire qu'on n'a pas été averti. Le GIEC, les scientifiques, déjà avant même que le GIEC n'existe,
tirent la sonnette d'alarme depuis tellement longtemps et sont si peu écoutés. On les écoute, on les invite un petit peu comme aujourd'hui, que quand il y a une catastrophe, quand la catastrophe est là, on s'occupe beaucoup trop peu de la prévention, que ce soit du côté des infrastructures qui n'ont pas été prévues pour absorber des débits d'eau comme ça, les bâtiments qui ne sont pas prévus non plus pour aider les populations à résister aux canicules, par exemple. Canicules, on a trop peu parlé. La canicule de 2020 a tué 1400 personnes en Belgique. 1400, on en a très peu parlé. Et prévention du côté de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Parce que si on ne réduit pas très rapidement nos émissions de CO2, on a déjà augmenté la concentration de 50% depuis le début de l'industrialisation, on va avoir encore plus chaud et le climat va être encore plus déréglé en dessous de cette couche isolante. Donc tout ce qu'on observe aujourd'hui, le phénomène météo qui touche notre pays, pour vous, c'est lié au réchauffement climatique? Bon, je n'ai pas encore la preuve publiée dans une revue scientifique, mais mon sentiment, et j'ai quand même 40 ans d'expérience, c'est qu'on ne peut pas expliquer ce qui est en train de se passer maintenant sans le dérèglement du climat. Et dans ce cas, sans mesure, effectivement, pour améliorer les choses, ce phénomène se reproduira de plus en plus. Oui. J'ai un autre rapport du GIEC ici qui dit qu'il est probable que les précipitations qui reviennent tous les 20 ans se répéteront tous les 5 à 10 ans d'ici la fin du 21e siècle dans de nombreuses régions. Ça, c'est un rapport publié il y a 10 ans. Alors, quel est votre message pour les autorités ? Eh bien, qu'il faudrait enfin prendre le problème climatique réellement au sérieux et pas seulement dans les discours. Il faut des actions beaucoup plus déterminées du côté de ce qu'on appelle l'adaptation, c'est-à-dire l'adaptation des infrastructures, des réseaux d'égouts, la gestion des rivières, désimperméabiliser un maximum de sols, travailler avec les agriculteurs pour que les sols retiennent l'eau au maximum, avoir un maximum de surface végétalisée. Le et la liste est encore très longue. Oui. C'est ce qu'on appelle l'adaptation au changement climatique, très important. Et d'autre part, travailler encore plus résolument sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, parce que sinon, c'est le genre de problème qui va s'aggraver. Au lieu d'avoir le degré d'augmentation de température que vous voyez sur ma cravate, c'est la température mondiale ici, et qui devient de plus en plus élevée, on va aller à la fin du siècle vers 3-4 degrés de plus. Et c'est inimaginable comme catastrophe. L'Europe a présenté hier son plan pour sauver le climat. Ça va dans le bon sens ? Ça va dans le bon sens. Mais même si ça va dans le bon sens, et il faut espérer que tout ce qui a été proposé hier va être mis en œuvre, ça reste encore à démontrer, parce qu'il faut que le Conseil européen, il faut que le Parlement européen soit d'accord. Ce n'est pas encore fait, c'est encore un ensemble de propositions de la Commission, mais c'est insuffisant. Ça va dans le bon sens, mais ce n'est pas encore assez. Voilà, et puis, il faut que le reste du monde aille dans le même sens aussi. Oui, c'est vrai que ça, c'est un défi qui est de taille aussi. Merci en tout cas d'être venu donner votre point de vue sur ce plateau aujourd'hui, Jean-Pascal Van Voorzeel. Je ne peux pas dire que c'est avec plaisir, malheureusement. Moi, j'imagine bien. Les intempéries qui touchent aussi les pays voisins, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Luxembourg, la Suisse sont sous eau. Le bilan humain et matériel prend de l'ampleur. 19 morts déjà chez nos voisins allemands. Corentin Laurent avec Dominique Drouot. Des dizaines de véhicules emportés par les flots, 6 maisons complètement détruites et d'autres qui menacent encore de s'effondrer. C'est dans le land de Rhénanie, dans l'ouest de l'Allemagne, que la situation est la plus critique. Avec un lourd bilan humain, au moins 19 personnes ont perdu la vie dans les intempéries. Les secours sont toujours à la recherche d'une 70aine de disparus et les riverains sont désemparés. L'électricité n'est probablement pas disponible dans toute la région. Et ce que vous voyez ici maintenant est pire qu'après un bombardement. Cela va prendre 10 ans. Les gens sont tous fauchés. Alors c'est tout simplement horrible maintenant. Plus proche de nos frontières, le Grand-Duché du Luxembourg ne déplore aucun blessé, mais accuse des dégâts matériels importants au bord des cours d'eau qui débordent. Aux Pays-Bas, les routes sont impraticables. À Valkenburg, dans le Limbourg, l'eau est montée à 1 mètre et 400 foyers ont été privés d'électricité. Les dégâts sont considérables. Nous venions juste de finir les remises en état dans chaque détail. Je suis désespéré maintenant. Les habitants qui craignent une nouvelle montée des eaux dans les prochaines heures. Cela signifierait que le niveau de l'eau augmentera d'1 mètre en plus, me dit-on. C'est lamentable. En Suisse aussi, les autorités craignent que l'eau continue de monter. Les niveaux des lacs des 4 cantons de Bienne et de Zurich, ceux de l'Aar et du Rhin aussi, ne cessent d'augmenter et sont surveillés de près. Une menace qui continuera de planer jusqu'à l'arrivée du week-end.